nous sommes très heureux je suis très heureuse aussi d'être ici et je vous présente les intervenants de cette table ronde d'ouverture. Donc au sujet de la conscience de soi, la plus grande conscience de soi dans notre vie, dans le monde de l'entreprise, dans l'éducation, aussi au niveau de la santé. Donc pour en parler, nous avons donc à ma droite Monsieur Christophe Fauré, qui est à la fois psychiatre, psychothérapeute, spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie. Donc rupture de vie, plutôt tout ce qui est lié au deuil, mais ça peut être aussi séparation, les maladies graves, etc. Donc il a écrit beaucoup de livres. Je ne vais pas vous les citer tous et je les connais pas par cœur, mais deux importants. Maintenant ou jamais, qui parle de la transition du milieu de vie et vivre le deuil au jour le jour. Voilà, entre autres. Et Christophe Fauré a vécu pendant 2 ans dans un monastère bouddhiste, donc il y a une 15aine d'années. Voilà, c'est ça, et a pratiqué entre autres la méditation. Ouais, entre autres. Et également formé à ce qu'on appelle la MBCT. On n'en parlera pas ce soir, la Mindfulness Based Cognitive Therapy, mais par contre, il anime un atelier samedi, il pourra vous en dire plus à ce sujet. Geneviève Hamlet, donc qui est bonjour, qui est fondatrice, alors entre autres, qui a cofondé et qui est présidente actuelle de l'ADM, qui est l'association pour le développement de la mindfulness. Donc la mindfulness qu'on peut traduire par pleine conscience. Voilà. Qui a également donc cette association a pour membres beaucoup d'instructeurs en mindfulness, et forme des personnes à la fois MBSR qu'on vient de dire et une autre technique dont elle parlera, MBCT et la MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, dont vous parlerez également dans un atelier samedi. Voilà. Geneviève, tu es diplômée en sophrologie caïcédienne. Donc tu n'exerces plus la sophrologie. Mais par contre, c'est un apprentissage. Peut-être vous avez vous pouvez interagir avec les micros, dans ce que je dis. Parce que je dis peut-être des bêtises. Donc, non, c'est pas des bêtises, mais dans le temps qui me reste, oui, je pratique encore la sophrologie. Okay, très bien. Et donc, Geneviève, tu fais de la méditation aussi depuis une 20aine d'années, 25 ans maintenant, et tu enseignes la pleine conscience. Voilà. Bon. Et Sébastien Horry. Donc Sébastien Horry, plutôt dans le domaine de l'entreprise, le monde des affaires. Bon, bien sûr, tu n'es pas réduit juste à ça, mais tu es diplômé de l'ESSEC. Tu as également une licence en psychologie et une licence en philosophie. Et Sébastien Horry, pendant une 10aine d'années, a été chef d'entreprise au Japon et en Chine. Et depuis quelques années, donc en fait, tu fais de l'accompagnement de dirigeants, d'équipes de dirigeantes au sein de grandes entreprises et au sein de PME. Voilà. Et tu parles 6 langues, mais bon, c'est un détail en fait. C'est pas très important. On n'a pas besoin de parler 6 langues pour faire. Tu parles au moins le français, c'est ça qui est important. Et tu fais de la méditation, tu pratiques depuis peut-être une 15aine d'années maintenant. Voilà, on n'a pas besoin de parler des langues pour faire de la méditation, je crois. Donc après ce petit tour d'horizon, je vais vous passer la parole. Peut-être donc sur le thème d'aujourd'hui, finalement, on peut peut-être commencer par une définition ou savoir ce que chacun de vous entendez par la conscience de soi et la conscience des autres. Qu'est-ce que ça recoupe? Qu'est-ce que ça en fait comme écho chez toi, par exemple, Geneviève? Stéréo. Oui, alors la conscience de soi et la conscience des autres. Déjà dans la formulation de la question, pour moi il y a un élément de réponse qui est l'aspect relationnel.
l'un et l'autre, pour moi, ça fonctionne ensemble. Et déjà, même au niveau de la conscience, lorsqu'on parle de conscience, eh bien, le fonctionnement de la conscience s'effectue sur un mode relationnel, puisqu'il n'y a pas de conscience sans objet et d'objet sans conscience. Donc, on est déjà dans cette notion d'interrelation qui, pour moi, est cruciale. Et donc, la question, ça va être de quelle conscience parle-t-on et où se trouve ce point de rencontre entre soi et point de rencontre entre soi et l'autre. Et vraiment, là, pour moi, la question de la conscience dans laquelle on est établi lorsqu'on appréhende quelque chose ou quelqu'un ou soi-même est vraiment importante, de faire la différence entre une conscience ordinaire dans laquelle on est la plupart du temps, souvent conceptuelle, souvent sous l'emprise de nos pulsions automatiques et qui fait qu'on est un petit peu aveuglé et qu'on a des comportements qui vont suivre ce type de conscience. Là, ce dont il est question pour moi, c'est plutôt une conscience incarnée, je dirais, donc un retour au corps qui passe par le corps, et ça c'est aussi un point crucial. Une conscience qui est pleine de sensibilité, une conscience émotionnelle et qui est beaucoup plus large, qui permet de vraiment appréhender tous les éléments d'une situation dans laquelle on se trouve. Et pour cela, pour que vraiment il y ait relation, pour qu'il y ait un lien relié avec l'autre, eh bien ça va passer par une proximité à soi. Et donc proximité à soi dans cette dimension de ressenti, de conscience ressentie. Et le plus approfondi possible. Et c'est à partir de là, je pense qu'on peut s'ouvrir à l'autre sans être dans des mécanismes défensifs et dans un véritable accueil. Donc c'est accueil de soi et accueil de l'autre. Je dirais conscience de soi, conscience de l'autre est synonyme d'accueil de soi et d'accueil de l'autre. Merci. Peut-être Christophe, tu souhaites rebondir pour dire un peu ce que ça représente pour toi, une plus grande conscience de soi ? Déjà plus conscience de soi, ça pourrait sur le côté plutôt, sur le champ plutôt de la psychologie, conscience de soi, c'est quelle représentation j'ai de moi-même, quelle histoire je me raconte tous les jours au sujet de moi-même pour savoir qui je suis. Et ça se nourrit à partir souvent des expériences précoces de vie où on m'a dit, où j'ai cru comprendre, petit garçon ou petite fille, que j'avais de la valeur ou que j'avais pas de valeur, que j'étais quelqu'un qui avait une belle dimension, que j'étais complètement nul et vraiment quelqu'un de pas intéressant. Et toutes ces constructions mentales vont être pour la psychologie la façon dont je vais comprendre qui je suis, la conscience de moi fondée sur les expériences de vie qui me structurent. Et c'est souvent à partir de ça, de cette conscience de soi, de ce discours intérieur qu'on se répète sans cesse, qu'on va interagir avec les autres, mais de façon parfois très très biaisée. Si par exemple j'ai grandi avec une conviction que j'étais quelqu'un de nul parce qu'il y avait des circonstances, un parent ou un papa, une maman qui a fait véhiculer l'idée que t'es nul, t'es pas à la hauteur, tu me déçois, t'es pas mieux que ton frère, ton frère est mieux que toi, etc., etc. On va interagir forcément avec par exemple son boss qui dit Carole, t'as pas bien terminé ce dossier-là, je vais pas percevoir la situation, mon boss qui me demande directement est-ce que tu peux améliorer ce travail-là, je vais le percevoir à travers le filtre de ce que je crois de moi. Il est en train de me dire que je suis nul, il est en train de me confirmer que je suis nul, et je n'interagis pas avec la situation, je ne suis pas vraiment dans la conscience juste de moi-même, je suis juste dans une conscience apprise de moi-même, qui est très différente de celle que je suis véritablement. Et c'est malheureusement à travers ce filtre-là que je vais interagir avec autrui, et parfois pas le voir pour ce qu'est ces véritables personnes. Je vais vivre mon boss comme un persécuteur. Parce que la guerre, elle est déjà en moi. Et c'est clair, comme dit Dalai Lama, si tu veux cesser la guerre à l'extérieur c'est la guerre à l'extérieur, apaise déjà la guerre à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment le point de départ. Après, ça crée la relation, mais il me semble que c'est vraiment d'abord le plus conscience possible du contenu de mon esprit et de l'histoire que je me raconte sans cesse. Et j'en parlerai samedi, mais en plus, il y a une base neurologique à tout ça. Un discours qu'on se raconte dans notre tête. Mais ça, c'est un teaser pour samedi.
Sébastien, Henri, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur l'aspect conscience de soi. Peut-être juste un ajout sur le lien entre conscience de soi et conscience des autres. Ce qui me frappe beaucoup quand j'interviens en entreprise, c'est à quel point 1, 2, 3 personnes qui vont pratiquer dans une équipe vont, par juste parfois une qualité de parole différente, une qualité de présence différente, complètement changer la dynamique d'une équipe. Et c'est vraiment une illustration. On se dit parfois, mais une personne, ça va pas changer grand-chose d'une équipe. Je peux vous assurer ou même 2, s'ils sont 15, 20. Et c'est impressionnant comment la conscience de soi que quelques individus simplement dans une équipe peuvent développer peut progressivement donner du souffle, donner un supplément d'âme à cette équipe. Et j'irai même un petit peu plus loin. Les équipes avec lesquelles je travaille, j'essaie de pas être trop rapide pour mes amies traductrices. Il y a au-delà de conscience de soi, conscience des autres, un vrai enjeu de conscience sociétale. Ce qui est très encourageant et très frappant, j'en parlerai un peu plus demain, c'est comment, à partir d'un certain temps de pratique ou un certain temps d'exposition à la pleine conscience, les personnes engagées en entreprise, qui ont souvent beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, en viennent à repenser leur rôle dans la société différemment. Comme si les temps de qualité de présence qui surgissent en équipe former un terreau pour que des questions essentielles qu'on aborde de temps en temps simplement et encore vraiment à la surface soient prises à bras-le-corps. Des questions comme quel rôle on a vraiment envie de jouer dans la société en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, quelle pourrait être notre contribution, quelle pourrait être une contribution plus forte qu'on pourrait faire, quel modèle on a inventé. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment ces 3 niveaux: conscience de soi, conscience des autres dans l'équipe, dans l'entreprise autour, et puis conscience de notre rôle dans la société. Et c'est ça qui me fascine dans le travail qu'on peut faire en entreprise, qu'on considère souvent comme un terrain assez difficile, imperméable à toute autre chose que l'efficacité brute, que la performance stricto sensu. Et il y a une partie de ça, c'est pas si simple, et en même temps il y a tellement de beauté, il y a tellement de choses à faire pousser en fait. J'ai l'expression de Thich Nhat Hanh sur l'image des fleurs qui vont pousser dans la terre, que voilà, moi je suis toujours content de faire le lien entre ces trois pôles. Merci Sébastien. En fait, comme on voit, il n'y a pas vraiment une définition figée et très fermée de qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la conscience de soi, qu'est-ce que c'est que la conscience des autres. C'est bien d'ailleurs qu'il n'y ait pas de définition précise, comme ça permet à chacun de questionner ces notions. Alors, je vais vous demander peut-être à chacun de dire ce que une plus grande conscience de soi, parce qu'on est là pour parler d'une conscience de soi qu'on essaye de développer, et de conscience des autres aussi qu'on essaie de développer. Qu'est-ce que ça a comme bienfait? Alors, pour Christophe Fauré, donc, on peut te demander qu'est-ce que ça a comme bienfait au niveau de la santé et aussi du psychisme. Ouais. Là, déjà, le bénéfice est immédiat. Si par une meilleure connaissance de moi, j'arrive à identifier plus clairement des modes de comportement qui se répètent sans cesse, des modes de pensée qui se répètent sans cesse, et que je vois que quelle que soit la situation dans laquelle je me retrouve, je colle dessus les mêmes schémas, on peut commencer déjà à se dire est-ce que la connaissance de ces schémas récurrents, par exemple tout le temps me sentir persécuté, ou tout le temps me sentir dévalorisé, ou tout le temps me sentir critiqué ou rejeté ou pas aimé, on se rend compte que quelle que soit la situation, je colle sur la situation ces représentations, cette conscience de moi négative. Je pense le champ de la psychologie, parce que c'est plutôt celui que je connais bien. Et les bénéfices permettent de progressivement se voir les schémas de fonctionnement, mais
commencer à identifier, mais est-ce qu'il y a des alternatives? Tant qu'on fonctionne en pilotage automatique avec ses croyances de soi, sans jamais les remettre en question, on reproduit les mêmes causes, reproduisent les mêmes effets, et il n'y a aucun changement. Si on commence à voir les schémas de fonctionnement, une meilleure connaissance de soi, cette connaissance de soi inclut les croyances négatives qu'on a sur soi, mais aussi ce qui en soi fait l'expérience de ces croyances négatives, et donc ça permet d'avoir un peu plus le bénéfice principal, c'est plus de liberté dans les choix que l'on pose. Soit on est scotché à ce qu'on croit de soi de façon négative, soit on prend un peu de distance par rapport à l'histoire qu'on se raconte. C'est vraiment ce que nous décrit Eckhart Tolle dans ses ouvrages, le pouvoir de l'instant présent. Il parle vraiment le discours mental qui nous raconte une histoire de ce que nous sommes, commencer à en prendre conscience, et un énorme soulagement pour nous désengager de cette idée que je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon fonctionnement mental, et déjà je peux avoir la liberté de choisir de poser une autre décision. Par exemple, le boss tout à l'heure si j'ai plus de conscience de moi sur le fait que j'ai un héritage cognitif dans ma tête de croyance que je suis quelqu'un de nul parce que mon père me critiquait tout le temps, et que c'est réactivé par mon boss qui me dit faudrait terminer ce dossier-là, et que moi j'interprète comme une critique, eh bien si j'ai plus conscience de cela, je vais pouvoir accueillir la situation telle qu'elle est. Au bout du compte, ici maintenant, il me demande simplement de compléter ce travail-là. Il n'est pas en train de me dire, mon pauvre gars, t'es nul, et ton père avait bien raison de penser de le penser. Donc le bénéfice, c'est la liberté, retrouver une liberté de choisir. J'ai envie de dire, mais même si quelqu'un vient te dire que tu es nul, ouais. Est-ce que ça peut marcher aussi d'avoir une meilleure conscience d'arriver à ne pas complètement être mal avec ça? Est-ce que j'adhère à ça ou pas? Est-ce que en moi, je crois à cette idée, je suis nul, ou est-ce que j'y crois pas? On me l'a peut-être dit, mais est-ce que pour autant, je dois croire que ceci est vrai? Il y a des questionnements en psychothérapie, notamment en thérapie cognitive. On a « t'es nul, ok, est-ce que c'est vrai ?» Voilà, prouve-moi que c'est vrai. Est-ce que tu peux dire à 100% que c'est vrai? Non, pas à 100%, pas tout le temps. Donne-moi 3 exemples qui disent que c'est pas vrai que tu es tout le temps nul. Puis la personne arrive avec 3 exemples. Ah oui, donc c'est pas tout le temps vrai. Et c'est comment quand tu crois à cette pensée-là? Quand je crois à cette pensée que je suis nul et vraiment le dernier des pas intéressants, je me sens pas bien, je me sens triste, je me sens coupé des autres. Oui, et si vous ne pouvez pas penser cette pensée, si vous ne pouvez pas y croire, qu'est-ce que tu croirais de toi? Je me sentirais plus à l'aise. Si cette pensée, je pouvais pas la penser, je me sentirais plus détendu. Et c'est tout un travail pour aider les gens à se rendre compte que ils adhèrent sans conscience à leurs pensées. Et c'est pas parce que quelqu'un dit tu es nul qu'on doit forcément adhérer à ça. Quel écho ça fait en moi? Est-ce que ça confirme ou non une représentation négative de moi? C'est clair ou pas? Oui. Alors, Sébastien Henry, donc, je vais poser la question sur les bénéfices d'une meilleure conscience de soi dans son rapport au travail. Alors, c'est pas que je souhaite mettre chacune de ces personnes dans des cases, mais en fait, chacune vient d'un domaine donné, donc plutôt la santé, plutôt le monde du travail, et c'est pour ça que je pose ces questions, mais on imagine bien qu'elles sont beaucoup plus vastes que ces questions-là. Et j'ai pas cité les livres de Sébastien, mais ça peut vous donner une idée. Il a écrit quand même 2 livres, un qui s'appelle « Quand les décideurs s'inspirent des moines », et son deuxième livre, c'est « Décideurs qui méditent et s'engagent, un pont entre sagesse et business ». Donc voilà, ça peut vous donner une idée de... Je vous laisse. Alors, les bienfaits d'une meilleure conscience de soi et des autres dans son rapport au travail, dans le monde du travail. Oui, tu as raison. Merci de préciser que ça ne m'enferme pas. Je me sens pas du tout enfermé, mais il se trouve que depuis une semaine, j'ai passé l'essentiel de mon temps à m'occuper de mes 2 petits. Donc, je vois aussi les bienfaits de la pleine conscience, en tout cas de la pratique dans l'éducation des enfants, qui est un sujet qui me passionne aussi. Mais là, je vais plus parler de l'entreprise. Sans être trop long, je voudrais
parler de trois sujets qui me tiennent particulièrement à cœur sur comment la conscience de soi, la conscience des autres et la pleine conscience peuvent nourrir profondément une équipe ou une organisation au quotidien. Il y a d'abord la possibilité de trouver ces moments où, au lieu de se crisper sur une performance qu'on veut atteindre, l'entreprise est un lieu où on excelle à en fait fixer des objectifs et à tout mettre en œuvre pour les atteindre, les organisations de façon générale. Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand on s'aperçoit qu'on va peut-être pas atteindre l'objectif, on commence à se crisper, on se crispe soi-même, on se crispe dans les relations avec les autres et on finit par contaminer aussi les gens autour de nous. Ça m'est arrivé moi-même une quantité impressionnante de fois quand j'étais chef d'entreprise, surtout en Asie où il y avait un rythme très élevé. Et la conscience de soi m'a permis moi-même, et je vois aussi avec les dirigeants que j'accompagne, de voir à quel moment la crispation se produit. Et ça, c'est extrêmement important pour notamment la méditation sur l'acceptation, une forme de pratique qui permet de retrouver cette liberté intérieure, de cet espace intérieur qui nous autorise à continuer vers ses objectifs, parce qu'une entreprise doit fonctionner et atteindre ses objectifs, doit fonctionner financièrement, économiquement, mais comment on peut cette expérience intérieure de se sentir progresser vers cet objectif sans se crisper intérieurement. C'est très important, premier point. Deuxième, c'est l'harmonie collective. J'en ai parlé un petit peu dans ma réponse précédente. Ce qui me touche toujours beaucoup, c'est de voir à quel point des gens qui croyaient se connaître, parce qu'ils ont travaillé 5, 10 ans, 15 ans ensemble, après des temps à travailler la conscience de soi et la conscience des autres, s'aperçoivent qu'ils avaient manqué une dimension entière de leur être, respectivement. Et à quel point cette pratique en commun peut, même pour des gens qui avaient a priori pas d'intérêt pour la conscience de soi, permet de créer une toute autre dynamique et un niveau de profondeur, de richesse humaine beaucoup plus fort dans une équipe. Et quand vous parlez avec des chefs d'entreprise, tous vous diront c'est la qualité de cette trame humaine qui fait la richesse d'une entreprise en fait. C'est bien sûr il y a les compétences, il y a le savoir-faire, mais la qualité, et vous le sentez quand vous entrez. J'ai la chance de voir beaucoup d'entreprises différentes. Certaines entreprises, vous poussez la porte, vous sentez la peur, vous sentez beaucoup d'énergie, de tension, et d'autres vous sentez qu'il y a une vraie harmonie. Et ça, c'est la vraie force d'une entreprise. Et troisième bienfait, c'est pour moi la justesse dans la prise de décision. Dans toute organisation, on a beaucoup de décisions à prendre, souvent rapidement, souvent des décisions importantes. Et comment cette conscience de soi-même peut nous permettre d'écouter les décisions justes qui émergent du silence intérieur. Ça, c'est un thème qui m'est extrêmement cher. Quand on travaille cette conscience de soi, et évidemment, je suis moi-même en chemin, surtout quand je regarde les maîtres qui m'ont transmis ces pratiques-là, mais il y a quand même de plus en plus de capacité à sentir quelle est la voix de l'ego qui nous invite à aller plutôt vers cette décision, ou quelle est une voie de justesse ou de sagesse qui nous invite peut-être à prendre une autre direction. Et voilà, je pense que, en tout cas, dans les dirigeants que j'accompagne au quotidien, capacité à prendre des décisions plus justes, capacité à être plus en harmonie, à nouer des relations humaines plus vivantes, plus vivifiantes dans les équipes, et puis capacité à ne pas se crisper lorsque on sent que l'objectif est on est en difficulté pour atteindre l'objectif. Je pense que c'est des choses assez majeures pour beaucoup de gens d'entreprise actuellement. Merci. Alors peut-être Geneviève, est-ce que tu peux faire des liens ou voir s'il y a des points communs entre justement une plus grande conscience de soi et des autres? Donc on en a parlé dans le champ de la santé psychique, dans le monde du travail. Après, on peut parler du monde de l'éducation et puis dans la vie quotidienne en général. Voilà, est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que tu fais des liens? Oui, des liens déjà avec ce qui a été dit par Christophe et Sébastien, ces deux notions de liberté et d'espace absolument. Et je dirais que moi, au niveau du lien, ça va être beaucoup plus vaste, car le point commun de tous ces domaines en fait de notre vie, c'est finalement notre humanité. Et là, pour moi, c'est important justement quel que soit le contexte, finalement, les mécanismes sont les mêmes, et de revenir justement à cette conscience de soi et conscience de l'autre beaucoup plus affinée. Ça va s'appliquer dans tous les domaines, après en prenant des formes variées, mais de faire attention de ne pas se perdre non plus dans les cadres de référence et de rester en contact avec l'essence finalement de la phénoménologie de la vie, je pourrais dire, qui se déploie, qui se déroule sous une forme ou une autre dans un contexte ou un autre. Donc
notion de liberté, comme a dit Christophe, effectivement, qui est cruciale dans le fait où si j'ai une meilleure conscience de moi, je me rends compte aussi de ma part, de mon rôle dans la façon dont la réalité se déploie, dans la constitution même de la réalité, comme l'a très bien démontré Christophe, et qui fait que peut-être ça va me permettre de changer ma perception de cette réalité, d'en voir d'autres facettes, et du coup de me donner beaucoup plus de liberté par rapport à la prison conceptuelle que j'ai pu créer par rapport à différentes situations. Et puis aussi d'espace, comme disait Sébastien, parce que et ça fait écho aussi à ce que disait Christophe, le fait dans une situation donnée de se rendre compte que finalement je suis beaucoup plus vaste que dans la conscience de soi en fait que ce qui vient d'émerger en termes de pensée, émotion, sensation, quoi que ce soit, de vraiment prendre en compte toutes les dimensions de mon être, car très souvent on est effectivement scotché, complètement happé par quelque chose qui se manifeste, en oubliant que l'on n'est pas que ça. Et là, c'est vraiment important de pouvoir accéder effectivement à nos ressources internes, et qui fait que, quelles que soient les situations de confrontation, je peux dire, on va pouvoir retrouver une certaine stabilité et ne va être embarqué en fait par nos vulnérabilités ou par nos filtres, quels qu'ils soient. Merci. Alors, on va peut-être passer à essayer de comprendre comment on peut faire justement pour. Alors, je vais passer la parole à Christophe Fauré, savoir comment on peut faire pour développer cette plus grande conscience de soi et cette plus grande conscience des autres. Comme le thème de la conférence est sur la méditation et pleine conscience, c'est vrai que depuis, on va dire 2 décennies, viennent se rajouter à la psychologie l'aide de la mindfulness, de la méditation, pour vraiment, entre guillemets, optimiser le travail psychologique que l'on peut faire. Par exemple, la méditation, l'introduction de la méditation dans une pratique, dans une forme de psychothérapie ou même de MBCT, dans quelque chose de plus formel. Un exemple tout bête. Quelqu'un qui est en conflit avec son épouse. Il est en conflit avec son épouse et s'il est en pilotage automatique, sans conscience de lui-même, il va s'emporter dans sa colère, ses émotions, ils vont s'engueuler, à nouveau, c'est un énième conflit. Si, parce que cette personne pratique la méditation, une méditation de pleine conscience, et reconnaît la colère quand elle émerge, reconnaît les sensations corporelles associées à la colère, reconnaît l'énergie de la colère en soi, reconnaît peut-être, apprend à voir les images du passé qui ont donné naissance à cette colère-là, il y a quelque chose d'autre qui survient. On prend plus conscience, il y a plus de distance entre l'expérience et soi, qui permet de dire, tiens, à nouveau la colère. Tiens, je reconnais ces sensations. Tiens, je peux peut-être prendre le choix, la décision de ne pas m'y engouffrer avant. Et que peut-être cette colère, cette tension, c'est l'impression d'être harcelé par ma compagne. Lors de ma méditation, j'ai vu des images comme ça qui passaient, ou avec mon psy, j'ai travaillé comme ça sur des représentations où il y a une mère qui était très harcelante, qui me demandait tout le temps des trucs, que je décevais tout le temps, où j'étais jamais à la hauteur. Et moi, enfant, j'étais complètement dépassé par ça. Et ben, ça crée en moi des systèmes que je vois se réactiver dans la situation avec mon épouse. La même colère, les mêmes impressions d'être nul, d'être critiqué, de pas être à la hauteur, les mêmes sensations corporelles. Eh bien, l'approche de la méditation ne résout pas cela, mais crée des conditions où je peux beaucoup plus facilement percevoir au moment où ça se passe la réactivation de cette colère, la réactivation de ces schémas de pensée, la réactivation de ces images du passé, ce qui me permet donc d'avoir plus d'espace, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir interagir avec mon épouse. Bon, on a des trucs à voir ensemble, on a des problèmes ensemble. Non, c'est pas moi l'épouse. Mais oui, ça fait rien, c'est une image. mais que je ne colore pas. Par la pratique de la méditation, j'évite de trop colorer, du moins,
mon interaction avec des choses qui n'étaient pas très très conscientes ou qui étaient trop automatiques pour cela. Donc c'est vraiment la méditation, l'apprentissage. Moi, j'invite fortement mes patients avec les CD de Christophe André, enfin des choses comme ça, des choses très très simples, à développer cette quiétude que procure la méditation, mais avec une intention de l'utiliser pour être plus conscient de ce qui émerge en soi, tant en termes de pensée, de sensation corporelle, d'émotion, pour ne pas confondre ce qui se réactive de ce qui se passe. Hein, et là vraiment on a un outil fabuleux, parce qu'avant c'était cette distance-là, on demandait aux gens, vous pouvez pas essayer de prendre distance par rapport à la pensée, essayer de prendre distance par rapport à vos émotions. Ok, t'es mignon, mais c'est pas forcément facile à faire. Alors qu'on se rend compte que avec une pratique de la méditation, on arrive beaucoup plus facilement à véritablement voir la pensée, voir la colère, voir l'émotion, et ne pas se sentir happé. Donc il y a happé là-dedans. Donc il y a vraiment une aide considérable dans le champ de la psychologie, de la pratique de la méditation. Par ailleurs, elle en soi, elle apaise, elle recentre, elle met en contact avec une dimension fondamentale, bienveillante, spacieuse de soi, qui peut être en contradiction avec ce qu'on croit de négatif de soi. Donc en soi, la méditation elle-même peut être thérapeutique. Mais je suis en train de vous raconter ce que je vous dirai samedi, il faut que je m'arrête là. Vraiment, sinon ça va pas... Oui, j'ai oublié dans la présentation de dire qu'effectivement, Christophe Fauré est spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie, mais également dans l'accompagnement des problématiques de couple et familiales. Donc, d'où ces exemples, je pense, tirés d'une expérience vécue. Peut-être, Sébastien Henry, tu pourrais aussi donner des exemples de ton expérience, puisque tu fais la méditation depuis une quinzaine d'années maintenant, je crois quotidiennement. Ce que ça t'apporte, des exemples de ce que ça a pu t'apporter dans le monde du travail, en tant que chef d'entreprise peut-être, ou dans l'accompagnement des dirigeants. Alors je vais répondre une première partie en ce qui me concerne, et puis ensuite les dirigeants que j'accompagne. J'en profite que je suis à l'Erabling, où je peux parler encore plus avec le cœur que dans certains publics où les mots sont un peu plus difficiles. Certains mots comme ouverture du cœur, comme compassion, sont plus difficiles à prononcer, même si je m'exerce à prendre le courage d'en parler, parce que il n'y a pas de honte pour moi à parler d'ouverture du cœur, où il ne devrait pas y en avoir. Mais en tant que chef d'entreprise, pour moi, le plus frappant autour de ces 15 ans de pratique, ça a été vraiment l'ouverture progressive du cœur, où je dirais plutôt... je ne sais pas comment trouver la bonne expression pour ça. Le fait que j'ai senti mon cœur être de moins en moins étroit. Il l'est encore, beaucoup plus qu'il le sera, je pense, dans 10 ans. Mais ça a été vraiment pour moi de voir quel point, au quotidien, cette pratique du matin me permettait dans la journée d'avoir des temps de qualité de présence, avec une qualité de présence beaucoup plus forte avec mes équipes, des temps où au lieu de partir tout de suite sur le mode action, je pouvais ralentir, me relier à cette personne et sentir c'est vraiment quelque chose d'important qu'elle avait à dire, ou si quelque chose d'important devait être abordé maintenant. Et voilà, pour moi ça a été vraiment mon expérience fondamentale. Après, il faut voir plus largement. Je suis sûr que certains d'entre vous travaillent ici en entreprise. On est en entreprise dans un contexte qui est passionnant à bien des égards, et en même temps qui a certaines contraintes. La première contrainte, quand on parle de développer cette capacité de conscience de soi, conscience des autres, c'est que tout le monde ne s'intéresse pas à ce sujet-là, déjà. Il faut respecter évidemment les croyances de chacun et la sensibilité de chacun. Même au-delà de la laïcité, il y a des gens qui ne font pas du tout de blocage particulier par rapport à toute tradition qui peut le percevoir comme spirituel, mais qui vont faire, par exemple, qui vont dire d'emblée, mais moi la méditation ça m'intéresse pas, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, et donc peut-être il y a d'autres voies à explorer pour eux. Et la deuxième contrainte, c'est qu'on a en entreprise des athlètes du cerveau, la plupart du temps, où on est jugé, évalué sur nos capacités à utiliser notre muscle analytique, à faire des bons raisonnements, à prendre des bonnes décisions. Et je pense que le fait qu'il y ait cette double contrainte donne une priorité, en tout cas dans mon action au quotidien auprès des dirigeants, aux pratiques qui vont être basées sur le souffle, sur
autre chose que le cognitif. Enfin, évidemment, on met pas le cognitif de côté, mais créer des expériences avec les dirigeants, avec les managers, avec tout collaborateur, où pour une fois, pour quelques minutes dans la journée, on va pas être dans le mental. On va porter attention à son souffle, à son corps, à son cœur. Et la deuxième contrainte fait que ce soit aussi de façon entièrement laïque. Ça, je pense que c'est toutes les équipes avec lesquelles j'ai pu travailler ont vraiment apprécié qu'il y ait il y a une ouverture en même temps. Je leur dis toujours, si vous êtes chrétien, si vous êtes bouddhiste, si vous avez telle sensibilité religieuse, il y a une tradition contemplative, il y a une tradition qui aide à la conscience de soi, à la conscience des autres dans votre tradition. Donc allez voir aussi. Mais le travail, pour moi, en entreprise doit être absolument laïque et centré sur le souffle. Donc du coup, moi j'ai été extrêmement le travail fait par John Kabat-Zinn et toute l'équipe autour de la mindfulness, pour moi est extrêmement important parce que ça ouvre énormément de portes dans les entreprises en ce moment. En même temps, il y a encore une grande marche que beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à franchir. J'en parlerai un petit peu demain dans ma conférence, comment en même temps faire sentir aux gens d'entreprise qui sont avant tout pragmatiques comment ça peut leur être utile. Et là, on arrive à un point assez sensible qui est peut-être la porte à certaines dérives. Comment la méditation peut être mise au service de l'entreprise sans qu'elle soit dévoyée, comment toutes ces pratiques peuvent être utiles sans perdre leur âme. Donc j'en parlerai un petit peu demain parce que c'est un sujet auquel je me confronte au quotidien. Et alors, on va pas je vais pas non plus tous les sujets à l'avance et puis mais alors, juste vraiment une ligne pour terminer, et c'est pour ça que j'ai pris le risque, mon éditeur était pas forcément très chaud au début, mais de parler de méditation d'entreprise. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui préfèrent utiliser pleine conscience ou mindfulness, mais je pars du principe qu'il n'y a pas de honte il y a rien de honteux à parler de méditation d'entreprise. C'est une pratique qui peut être utile pour soi, pour les autres, pour la société en général. Voilà, donc moi pour répondre à la question, la méditation de pleine conscience est en entreprise une pratique alors justement particulièrement utile, je pense. Oui, utile. Alors justement, est-ce que c'est juste une question de performance dans l'entreprise? Est-ce qu'on utilise la méditation ou la mindfulness pour être plus performant dans l'entreprise? Je pense que la demande, l'impératif de performance, il est tellement fort dans une entreprise. Il y a les impératifs économiques que quand vous commencez à parler à un chef d'entreprise, homme ou femme, de ce qu'un programme de pleine conscience ou de méditation pourrait apporter, l'impératif de performance est toujours là très vite et c'est normal et je pense qu'il faut pas juger ça négativement. Pour moi l'enjeu ça va être très vite de définir pour eux qu'est-ce que ça veut dire performance et là ça ouvre des portes magnifiques parce que moi j'ai pas rencontré finalement de décideurs, de dirigeants qui va dire la performance c'est uniquement mon taux de rentabilité et mon profit à la fin de l'année. Peut-être il y en a quelques-uns, mais moi j'en compte pas beaucoup forcément. Franchement, j'en compte pas beaucoup. Et dans la performance, ils vont inclure aussi, justement, j'en parlais tout à l'heure, la qualité des interactions dans l'équipe, le plaisir qu'on prend à travailler ensemble, la créativité. Et en fait, quand vous regardez, quand vous prenez vraiment le temps de vous mettre à l'écoute de ce qui est important pour eux, on s'y retrouve en fait. On a un dialogue, on a un espace commun sur lequel travailler. Alors ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'effort, mais moi je suis convaincu que c'est possible. Christophe Fauré, est-ce que la méditation c'est juste pour être mieux dans son couple? C'est pas mal, hein. C'est déjà bien, oui, c'est déjà bien. C'est plus centré sur soi, pas centré sur soi, plus la conscience de soi, de ce qu'on est véritablement, ça ne peut que apaiser les relations à autrui. Mais si on pousse un chouïa plus loin quand même par rapport à la finalité, vraiment l'ultime de la méditation qui est reconnaître vraiment la nature de l'esprit, la nature d'esprit, fondamentalement ce que nous sommes, cette rencontre-là, par essence, et ça c'est pas que les enseignements du Bouddha qui nous le disent, c'est véritablement l'expérience qu'on peut avoir par l'essence, le fait même de enlever tous les voiles de croyances négatives de soi, d'émotions, de choses lourdes sur soi, pour arriver à cette
clarté sur ce qu'on est fondamentalement engendre forcément un mouvement d'attention à l'autre, de compassion, de plus grand souci de l'autre, parce qu'on perçoit, je parle que ma nature fondamentale est indifférenciée de la nature fondamentale de mes enfants, de n'importe quelle personne, et que justement cette mise en résonance de quelque chose de fondamental qui est rencontré dans la méditation, ça aide aussi un peu quand même à mettre à distance cette idée de moi, l'autre, et on va à un niveau plus profond qui est peut-être un point de rencontre, pas forcément conscient, pas forcément objectif. On dit ah tiens, je reconnais que ta nature de Bouddha est indifférenciée de la mienne, donc on va bien s'entendre. Mais implicitement, il y a quelque chose de cet ordre qui peut être là, et sans même s'en rendre compte, un couple peut se pacifier. Tous les deux, j'ai invité vraiment des couples à se mettre dans une pratique de méditation, et au bout du compte, on se rend compte que sans qu'il y ait véritablement un travail hyper profond au niveau des interactions du couple, il y avait déjà un versant de pacification par le fait même de rencontrer cette dimension fondamentale en soi. Donc là, on sort complètement de l'utilisation de la méditation ou de la mindfulness comme un outil pour travailler l'esprit. On arrive à quelque chose qui est à mon sens plus fondamental, et qui est, comme je disais tout à l'heure, là peut-être le sens le plus entre guillemets thérapeutique, si on doit parler de thérapeutique. Geneviève, tu veux dire un peu? Oui, je vais rebondir parce que effectivement, oui, sur cette notion aussi de cœur, et qui émane naturellement, parce que moi c'est quelque chose qui me frappe justement dans les groupes MBSR, puisque on parlait donc de ces interventions basées sur la pleine conscience, dont MBCT, et moi je parlerai de MBSR, et où il n'y a pas de pratique formelle de compassion ou de bienveillance, si ce n'est à un moment précis dans une journée en silence qui est faite. Et ce qui me fascine, moi, ce que je trouve magnifique, comme tu le dis, c'est que c'est quelque chose qui émane naturellement. Et au sein du groupe, en fait, au fur et à mesure des séances, alors qu'il est question de méditation, de pleine conscience, on introduit différents outils. Naturellement, il y a cette dimension de bienveillance qui émane soit dans le groupe en interaction entre les participants, soit par rapport à leur vie, dans les témoignages qu'ils peuvent faire. Et pour moi, c'est vraiment magnifique parce que justement, ça n'est pas un exercice qu'il leur est donné de faire, parce que maintenant, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les pratiques de compassion, donc pratiques formelles qui existent aussi dans la tradition. Et là, vraiment, c'est la démonstration pour moi que sans que ce soit proposé formellement, ça, c'est vraiment le fruit de la pratique. Ça se passe et ça se produit systématiquement dans quasiment tous les groupes. Donc ça, moi, c'est vraiment une dimension, et qui a été forte pour moi aussi, cette dimension dans ma pratique qui a ouvert une notion de bienveillance, de non-jugement par rapport à moi-même, justement dans un désir d'excellence, un perfectionnement qui est pas toujours bienveillant. Donc ça, je l'ai vécu moi-même, et je le vois vraiment se déployer simplement dans les groupes MBSR. Et puis je dirais un autre aspect aussi qui est important, c'est paradoxalement d'ailleurs le fait de se mettre dans un état d'immobilité de par l'assise déjà, et d'inviter les personnes à se mettre dans l'assise. Ça nous amène à une plus grande conscience du mouvement, en fait du mouvement naturel qui est dans la vie, puisque la vie n'est qu'une succession d'instants, et de nature transitoire, et chaque situations dans lesquelles on se trouve, en fait, sont impermanentes, transitoires, changent tout le temps, nos sensations changent, nos pensées changent, nos émotions changent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui émerge très vite, cette prise de conscience, et qui fait aussi que ça nous donne la liberté de ne plus figer, car c'est conceptuellement que l'on va figer la réalité, qu'on va s'y accrocher avec l'histoire qu'on se raconte, qu'on continue de se répéter, et qui crée évidemment des empreintes. Et là, ça donne une fluidité par rapport à l'expérience qui est aussi extrêmement thérapeutique pour moi. Merci. Donc, je vous invite à ne pas rester figé sur la réalité de cette conférence. Et d'autant plus qu'il y a eu pas mal de notions qui ont été abordées, et peut-être que tout le monde ne connaît pas MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn, voilà, mindfulness. Donc, en fait, tout ça, ça va être abordé au cours des prochaines journées. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je vous remercie, Christophe Fauré, Geneviève Hamlet et Sébastien Henry, et puis d'avoir partagé avec nous ce moment.